Maître Arouch, vous avez la parole. Costume noir à revers cranté, chemise blanche immaculée à col denton, spécialement confectionnée pour résister au déboutonnage, bouton de nacre australienne, l'homme à la tignasse sculpturale porte beau à l'instant où il quitte l'hôtel particulier du plus célèbre chemisier de Paris. Place Vendôme, numéro 28. Au fin fond de cette boulimie de soies et de textiles cosmopolites, peut-être, en substance, l'allégorie d'un désir d'universalité. Rue Saint-Honoré, puis à droite, l'homme longe la rue Royale, tourne à gauche et remonte tranquillement la rue du Faubourg Saint-Honoré, tourne encore dans la petite rue à gauche, un signe en direction de la petite loge vitrée, garde républicain, caméra, porte latérale, premier étage, vue sur jardin, salon doré. Le président et son conseiller diplomatique prennent des notes sous la dictée de l'homme en noir. Revirement de jurisprudence diplomatique. Fanatiques dégénérés devenus intellectuels progressistes, anciens zélateurs du système convertis aux vertus de la polémique, intégristes naguère transfigurés en démocrates. Abattre le tyran infréquentable, soudain devenu mécène et puis du coup recommandable. Les contingences du jour ne sont pas celles d'hier et ne seront probablement pas celles de demain. C'est que, comme de conquête en conquête, comme d'avion en avion, comme de plagiat en plagiat, comme de chemise en chemise, l'autopromoteur germano-pratin vole de guerre en guerre. Celle-là, avec l'appui et la caution morale des vieilles démocraties des pays du Golfe Persique, le portera au pinacle de l'ingérence salvatrice, bienfaitrice et humaniste que porte ontologiquement le monde occidental. 7 mois plus tard, les insurgés, entraînés par des membres d'un service action ou d'un service quelconque d'un quelconque service, exécuteront l'autocrate en présentant au monde sa face informe et esquintée. Printemps arabe, démocratie, révolutions oranges, droits de l'homme. 2015, chaos, arsenaux pillés, terrorisme, attentats, état d'urgence. Monsieur le bâtonnier, mesdames, messieurs, mes chers confrères, tel que nous la contait naguère Jacques Dumaine, la diplomatie, art de subtilité, de nuance, de long terme, n'est plus aujourd'hui l'affaire des diplomates, mais celle des intrigants. Le malheur, lorsque les apprentis sorciers s'invitent à la table de la géopolitique, est qu'ils s'avèrent souvent malaisés d'en mesurer toutes les conséquences. Monsieur le bâtonnier, vous n'avez pas choisi de nous faire réfléchir sur l'avocat et l'outil informatique au XXIe siècle, ou sur le marketing des cabinets d'avocats. Nous vous en savons gré, car ce sont des sujets atroces. Vous nous avez conviés, par le truchement d'une suggestion un peu provocatrice, à discourir sur la question de l'état d'urgence. Alors, discourons. Exposé juridique. L'état d'urgence aujourd'hui en vigueur sur le territoire national est applicable dans 2 types de situations. Soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. Alors, la calamité publique, nous voyons à peu près ce que cela peut recouvrir. Dans sa 9e édition, le dictionnaire de l'Académie française nous enseigne que, emprunté du latin calamitas, le terme correspond au malheur public qui répand la ruine, la désolation sur une contrée ou sur une ville. Ce pays a été frappé d'une effroyable calamité, d'une série de calamités. Plus spécifiquement, il s'agira d'un sinistre d'une gravité exceptionnelle provoqué par un phénomène naturel d'intensité anormale, le gel, la sécheresse, une tempête. Une seconde acception existe, il est vrai, par métonymie et exagération, et pourrait d'ailleurs tout à fait justifier l'état d'urgence. Exemple, ce nouveau locataire est une calamité pour l'immeuble. En revanche, la notion d'atteinte grave à l'ordre public est, pour sa part, moins facilement saisissable et permet, sans nul doute, quelques dérives. Voyez ainsi, comme le rappelait tout à l'heure ma consoeur,
les mesures exceptionnelles découlant de l'état d'urgence qui ont été prises pour interdire certaines manifestations de militants écologistes dans le cadre de la COP 21. Vous voyez également, comme elle vous le rappelait aussi, les bévues, les premières portes défoncées à 6 heures du matin pour se rendre finalement compte que c'est le voisin qui était visé, voisin dont l'on s'apercevra par la suite qu'il avait un cousin et que ce cousin trafiquait des pièces détachées. Vous voyez encore le débat sur l'interdiction des manifestations contre la loi travail. Parce qu'en effet, l'état d'urgence permet aux autorités de s'émanciper de la légalité ordinaire, de régir la circulation des personnes, de porter atteinte à la liberté de réunion, de perquisitionner, de contrôler, de fouiller sans limite, de contrôler les moyens d'information, c'est-à-dire la presse, la radio, la télévision, le cinéma. Alors on m'objectera, bien évidemment, on ne fait pas d'omelette, etc., etc. Certes, mais pour quel résultat? Car, comme pour le plan Vigipirate, qui est maintenu depuis maintenant 21 ans sans discontinuer, et dont on peut se demander s'il impressionne encore les pickpockets, la question sera rapidement de savoir quelle est l'efficacité de l'état d'urgence, quels en sont les résultats précis, quelles sont les entreprises terroristes véritablement mises en échec. Le 3 février 2016, Amnesty International a ainsi publié un rapport sur l'application de l'état d'urgence, constatant que 3242 descentes effectuées au cours des mois précédents avaient donné lieu à 4 enquêtes préliminaires pour des infractions possiblement liées au terrorisme. Il n'est donc pas certain que l'état d'urgence convienne à une situation qui, Dieu merci, n'est ni un conflit armé, ni un contexte insurrectionnel. Et puis, comme l'a dit un ancien président de la République, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas lui causer de tort, et puis parce qu'il sera peut-être amené à redevenir président, donc je ne le nommerai pas, mais je cite in extenso. Vous savez, Arlette Chabot, dans la crise, il y a beaucoup de gens qui perdent leur sang-froid, surtout parmi les élites. C'est une grande caractéristique. On se demande parfois, plus ils ont fait d'études, à part Patrick, mais franchement, par moment, on se demande c'est à quoi ça leur a servi toutes ces années pour avoir autant de mauvais sens. Foin d'ironie, mes chers confrères, foin d'ironie. À travers ses propos, cet ancien président ne plaide-t-il pas, avec ses mots à lui, en faveur de l'impérieuse distanciation dont ne devrait jamais se départir, au cœur de la crise, l'homme d'État. Mais, à la vérité, le problème n'est pas là, car la question n'est désormais plus qu'une question d'ordre politique. Et il est effectivement permis de s'interroger sur le fait de savoir si le gouvernement ne se trouve pas, aujourd'hui, d'ores et déjà piégé. S'il retire l'état d'urgence, sa responsabilité politique se trouvera gravement engagée au moindre attentat. S'il le maintient, il banalisera un régime juridique qui n'est pas fait pour la période que nous vivons, car l'état d'urgence, c'est l'état de siège qui ne dit pas son nom. Tout simplement parce que l'état de siège serait juridiquement inapplicable à des situations de troubles internes. Or, qu'on le veuille ou non, la France n'est pas en état de siège. Pas davantage qu'en 95, pas davantage qu'en 68. Il y a donc ici un problème juridique, car comme l'a souligné le professeur Dominique Rousseau, de quelque manière que l'on tourne les choses, l'état d'urgence, c'est la mise en suspension de l'état de droit. Les principes constitutionnels qui le fondent et le distinguent, et les mécanismes et exigences du contrôle juridictionnel sont mis à l'écart. Dans ce contexte, le risque existe que l'état d'urgence, créé pour faire face à des situations de guerre, ne devienne un moyen d'intervention, selon des moyens exorbitants du droit commun, mais dans des situations qui ne le justifient pas. Mais, à bien y regarder, le problème du régime juridique exorbitant n'est que la première partie de la question. En effet, mes chers confrères, mesdames, messieurs, notre attention n'est-elle pas excessivement portée sur le régime juridique de l'état d'urgence, alors qu'elle devrait s'attarder davantage sur sa signification profonde? Ne convient-il pas de rappeler que l'état d'urgence a été créé pendant la guerre d'Algérie par la loi numéro 55-385 du 3 avril 1955. Autant dire l'année où l'Algérie ne cessera plus de s'embraser parce que les Algériens aspirent tout simplement, eux aussi, à une libération à laquelle, précisément, ils ont pris toute leur part. Ne nous racontons pas d'histoire. Bien sûr, les assassins de janvier et de novembre 2015 charrient sans aucun doute leur lot de psychopathes. Mais cette explication médico-psychologique, pour convaincante, n'est que partiellement fondée. Elle ne reflète probablement qu'une part de la réalité. Autre élément d'explication non négligeable,
notre appréciation parfois un peu hâtive, parfois un peu hésitante du contexte proche-oriental. Souvenez-vous par exemple de cet ancien ambassadeur en Syrie, replié à la frontière libanaise, et qui expliquait à la télévision qu'il n'avait pour sa part aucun doute sur l'utilisation des enveloppes d'argent liquide qu'il distribuait aux rebelles syriens. La preuve, ceux-ci lui remettaient à chaque nouvelle rencontre des factures. De la même manière, l'abrutissement idéologique des assassins est un autre élément de compréhension, bien sûr, mais encore imparfait, car il n'est pas l'apanage des terroristes actuels. Prenons un exemple. Il y a 30 ans, au nom du communisme ou de l'anarchisme, de jeunes gens issus de la bonne bourgeoisie déposaient des bombes à Paris, assassinaient le patron de la régie Renault. Assassins de civils innocents, ils sont pourtant accueillis aujourd'hui en héros par les représentants de certains partis de l'arc républicain. Mais qu'est-ce qui les distinguait des terroristes actuels? Avaient-ils lu Marx ou Bakounine de manière plus approfondie que ceux qui aujourd'hui se réclament du Coran? Leur discours était-il plus cohérent, plus fin, plus érudit? Non. Et la lecture des minutes du procès d'action directe ne laisse aucun doute sur la médiocrité qui caractérisait, à la vérité, le pseudo-discours prétendument idéologique de ces soi-disant révolutionnaires. Une pièce du puzzle manque donc peut-être à notre compréhension, un peu embarrassante peut-être, car qui ne voit que l'état d'urgence décrété aujourd'hui, dans une amère parabole lourde de cynisme, s'applique précisément, qu'on le veuille ou non, aux enfants de ceux auxquels il s'appliquait voilà 50 ans. Ne serait-il pas salutaire de s'attaquer aux causes pour mieux combattre les conséquences et constater froidement que les stigmates de l'époque coloniale ne sont pas cicatrisés? Écoutons par exemple Jean Ziegler qui constate la brusque résurgence de la mémoire blessée du Sud, les souvenirs pendant longtemps enfouis des humiliations endurées durant les 3 siècles de la traite et de l'occupation coloniale remontent à la lumière de la conscience. Écoutons encore Régis Debray, selon qui ne comprendra rien au XXIe siècle celui qui ne saisit pas qu'aujourd'hui vivent côte à côte dans le genre humain 2 espèces dont l'une ne voit pas l'autre, les humiliants et les humiliés. La difficulté vient de ce que les humiliants, précisément, ne se voient pas en train d'humilier. Car c'est un fait, à tort ou à raison, colonisés d'hier, enfants de colonisés, colonisés d'aujourd'hui, jugent l'Occident comme le champion du double langage. Un jour bourreau, un jour héros. C'est ainsi. L'envoi de napalm et d'agents orange passe moins facilement le filtre des cours pénales internationales lorsqu'il vise de petits hommes jaunes avec des chapeaux pointus. Comme le disait l'un des monstres sacrés, ou maudits, vous choisirez, de notre profession, Jacques Vergès, je croirai à la justice lorsque M. McNamara sera traduit devant une cour internationale. Mais, comme vous le savez, aucun procureur n'a jamais inquiété Robert McNamara, qui est mort de sa belle mort. Ethnocentrisme inguérissable qui nous amène à considérer que les mêmes actes barbares qui nous touchent ne sont, chez les autres, que des dommages, oh bien regrettables naturellement, mais des dommages marqués d'un sceau tout en pudeur, la collatéralité. Prenez un acte copieusement barbare, effectuez un léger mouvement d'infléchissement rotatif autour de l'axe du crime, petit déplacement aérien, puis léger déport périphérique, vous obtenez un dommage délicieusement collatéral. Nous déplorons le terrorisme et l'état d'urgence qui en découle. Nous déplorons, dans ce cadre, le double jeu de certains États dont l'obscurantisme théologique est également, il est vrai, largement compensé par leur fertilité souterraine. Le lundi, nous nous insurgeons de voir ces pays lapider les femmes adultères, condamner à mort les homosexuels, couper la main des voleurs. Le mardi, affranchis de la pudibonderie dans laquelle nous nous drapions la veille, et nous condamnant à conclure un pacte faustien dont nous ne maîtrisons pas les clauses, nous décernons des décorations. Ne trouvez-vous pas que l'on se moque du monde? Or, constater ces contradictions, poser des questions, ce n'est pas s'opposer à la République, mais au contraire en défendre les principes. Cependant, pour parer à toute critique, certains, qui sont un peu chatouilleux,
se sont emparés de la République pour en tirer une nouvelle infraction, le crime de lèse-république. La République est un mot magique, de nouveau en vogue, qui permet de délivrer bons et mauvais points, de bannir et d'excommunier, ou au contraire de réadmettre dans la communauté des hommes ceux qui, maudits naguère, sont venus à récipiscence. En société, la République est un mets léger et fin qui accompagnera admirablement les apéritifs, banquets et goûters d'anniversaire de vos enfants. En séance de questions au Palais Bourbon, aux universités d'été du parti, devant un parterre de sympathisants post-pubères extatiques, chemises dégoulinantes, mâchoires autocratiques, devant les caméras, toujours, l'on se gargarise de la République. On déclenche le feu nucléaire pour s'opposer au spectacle de saltimbanques provocateurs. On piétine la jurisprudence administrative, œuvre impressionniste faite de subtilité et de petites touches, en sommant la haute juridiction de démentir en quelques heures sa doctrine séculaire. On voue aux gémonies tous ceux dont on estime, parfois sincèrement, mais souvent par calcul, que leurs idées ne rentrent pas dans les canons de la République. La République, la République, la République, mais répéter 50 fois, 100 fois, 1000 fois le mot République ne vous rend pas davantage républicain. La République ne vous appartient pas au prétexte que vous la servez à tous les repas, au fromage et au dessert. À bien y réfléchir même, ce rabâchage, cette rengaine, cette marotte, ne finissent-ils pas par vider de tout son sens, comme dans l'univers orwellien, ce mot invoqué à tout bout de champ, sans retenue, sans relâche, sans répit, sans réserve. Donc, est parfaitement républicaine la démarche consistant à s'interroger tranquillement sur les raisons profondes de la situation actuelle. Les conséquences de l'état d'urgence sont-elles véritablement conformes à ses finalités? Par son exigence d'immédiateté, par les lourds sous-entendus des réminiscences historiques qu'il implique, ne pousse-t-il pas, au contraire, à la suspicion généralisée? L'état d'urgence, s'il ne traduit pas un coup d'État au sens institutionnel, ne conduit-il pas à un coup d'État dans notre propre conscience, un pronunciamento, comme aurait dit le général de Gaulle, mais un pronunciamento moral dans notre capacité d'analyse? Ne conduit-il pas, en effet, à assoupir notre faculté de distinguer les choses et les êtres, à faire la part des choses, à faire la part des êtres, à ne pas sombrer dans l'amalgame ou dans l'anachronisme? N'est-ce pas faire preuve d'un singulier mépris pour nos compatriotes musulmans que de solliciter, pour parler en leur nom, un imam étranger, analphabète, et d'ailleurs très ambigu sur sa vision de la femme et de la famille, en lieu et place des millions et des millions de Français musulmans laïcs, chirurgiens, ingénieurs, universitaires, artistes, magistrats? N'est-ce pas plutôt avec ces derniers qu'il conviendra de rechercher, enfin, à la fin des fins, l'esprit qu'avait si bien décrit Joseph Kessel dans son Armée des ombres? Cette fraternité qui réunit, dans la nuit noire de la capitulation et d'un camp de prisonniers, ce polytechnicien, gaulliste résolu, et ce jeune communiste un peu perdu, pourquoi ne pourrait-elle encore exister? Ce dialogue qui va sceller le pacte de combat, pourquoi ne serait-il pas possible aujourd'hui, avec d'autres hommes, mais animés d'une même volonté? Gerbier posa sa main sur le poignet étroit de Legrain et lui dit doucement: je voudrais que tu me comprennes une bonne fois pour toutes. Il n'y a plus de haine, ni de soupçon, ni de barrière d'aucune sorte entre les Français d'aujourd'hui. Nous le savons, et nous savons qu'ils sont aussi braves que les plus braves. Ils nous aident et nous les aidons. Ils nous aiment et nous les aimons. Tout est devenu très simple. Ce à quoi peut-être, et j'en terminerai, monsieur le bâtonnier, Léopold Sédar Senghor aurait pu ajouter: qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes, votre frère de sang, vous, tirailleurs sénégalais, mes frères noirs à la main chaude, couchés sous la glace et la mort. Allez-y là-bas. Ah, elle n'a pas pris d'applaudissements. Madame le bâtonnier Anne Fauré, bâtonnier de Toulouse, va remettre